16h10, heure française, Columbia repart pour un tour dans l'espace. Le chargé d'affaires américain à Paris échappe de très peu à un attentat. Le général Haig accuse la Libye. Indira Gandhi à Paris, il s'agit de réanimer les échanges commerciaux franco-indiens. Et puis l'évasion des capitaux hors de France, un syndicat de douaniers accuse. Antenne 2 reconstitue la filière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette fois-ci, elle est partie, et bien partie, avec tout juste 10 minutes de retard. Par 2 fois, le compte à rebours a été arrêté. Depuis 4h10 de l'après-midi, donc, Columbia veille sur nous et reviendra se poser en douceur la semaine prochaine, mardi, dans ce journal. C'est la première fois dans l'histoire de la conquête de l'espace qu'un véhicule spatial est réutilisé pour une seconde mission. Événement historique, donc, que les caméras de la NASA ont suivi de bout en bout avec une très rare précision dans l'image. Georges Leclerc. Coming up on 10, T-minus 10, 9, we have go for main engine start. We have main engine start. Minus 3, 2, 1. We have ignition. We have ignition of the solid rocket boosters and liftoff. Liftoff of America's space. Columbia, symbole de la conquête industrielle de l'espace, s'élève maintenant dans le ciel de Floride. À bord, 2 hommes qui prennent leur baptême de l'espace. Joe Engle, commandant de bord, il attendait ce moment depuis 17 ans. Dick Truly, le pilote, depuis 12 ans. En plus, Dick Truly est le premier grand-père de l'espace et fête aujourd'hui ses 44 ans. Ces hommes d'une trempe extraordinaire ont vu les battements de leur cœur à peine accélérés au moment du décollage. 110 à 120 pour Engle et seulement 90 pour Dick Truly. Vous voyez là la navette foncer à plus de 5000 km à l'heure, légèrement inclinée en arrière. Elle est filmée depuis le sol grâce à des caméras de poursuite. Mais la NASA a en plus des caméras à bord d'avions pilotés par des astronautes qui vont nous fournir des images remarquables alors que Columbia est beaucoup plus haut. Les voici en effet à plus de 50 km d'altitude. Dans quelques secondes, une des phases les plus dangereuses du décollage va se passer sous nos yeux. Les 2 grosses fusées d'appoint situées de part et d'autre du gros réservoir ventral ont fini leur travail. Elles vont maintenant se détacher. Voilà, tout s'est bien passé. Columbia va maintenant accomplir un vol sans histoire en gagnant peu à peu son altitude de travail. Actuellement, elle se trouve à 220 km au-dessus de nos têtes. Vers 23 heures, d'autres manœuvres l'amèneront vers 250 km. Ce sera l'orbite définitive. En attendant de vous présenter toute la semaine les différentes phases de la mission, voici quelques vues extraordinaires des caméras techniques noir et blanc situées tout près de la navette spatiale. Elles étaient sur la tour. Regardez cette puissance qu'il faut pour arracher 2000 tonnes. La course à l'espace, c'est aussi la maîtrise des moteurs et la maîtrise des hommes qui sont à l'intérieur de cette cabine avec la volonté politique d'aller loin. En soutenant la NASA, les militaires américains l'ont bien compris. Après cette félicité du lancement de Columbia, le général Haig, secrétaire d'État à Washington, s'est lancé dans une nouvelle diatribe contre la Libye. Il a estimé que le colonel Kadhafi pourrait être derrière l'attentat commis ce matin à Paris contre Christian Chapman, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Paris. Chargé d'affaires parce que le nouvel ambassadeur n'est pas encore arrivé et l'ancien est déjà parti. Christian Chapman a donc échappé de peu à cet attentat. Sa voiture a été criblée de balles. Peu avant 9h ce matin, M. Christian Chapman quitte son domicile situé à Paris dans le quartier du Champ de Mars pour se rendre à l'ambassade des États-Unis. Le diplomate a juste le temps de se réfugier derrière sa Plymouth. Son agresseur tire 6 balles de 7 mm 65. Selon les spécialistes, il s'agirait d'une arme utilisée plutôt par les terroristes. M. Chapman avait déjà reçu plusieurs menaces de mort. On est un peu surpris quand on est la victime d'un attentat, parce que on lit ces événements, ces incidents dans la presse et dans les journaux, mais quand ça vous arrive, on se dit pourquoi moi? Vous avez eu peur? Et deuxièmement, c'est un peu ému tout de même. Et puis deuxièmement, ça confirme que c'est lamentable. C'est pas un attentat personnel. Et que la violence appelle la violence, et finalement ne résout aucun problème. Parce que ça ne va pas changer la façon dont cette ambassade marche, ça ne va pas changer la politique de mon pays en aucune façon, et nous allons continuer à travailler comme dans le passé. La France avait proposé une escorte policière il y a quelques semaines au chargé d'affaires à la suite des menaces dont nous parlions. Celui-ci n'avait pas donné de suite, et bien ce soir, il a son escorte.
Le président Reagan a déploré cet attentat, tout comme donc Alexander Haig, qui dans une autre déclaration devant le Congrès a fait savoir que pour lui, la récente vague de manifestations pacifistes en Europe de l'Ouest ne signifiait pas que ses alliés européens s'orientaient vers le neutralisme. Déjà un premier entretien avec François Mitterrand pour Indira Gandhi dès son arrivée à Paris. Le chef du gouvernement indien s'est rendu tout de suite après donc l'arrivée de son avion à l'Élysée pour une première prise de contact suivie d'un déjeuner. Jean-Marc Ilouz. Plus qu'une simple visite protocolaire, ce premier séjour en France depuis 10 ans d'un Premier ministre indien traduit les préoccupations tiers-mondistes du gouvernement français. Et si Paris voit en la Nouvelle-Delhi un partenaire privilégié en Asie du Sud, c'est parce que l'Inde, forte de 700 millions d'habitants, dispose d'une influence importante dans le monde des non-alignés, pays du tiers-monde, soucieux de se préserver des affrontements Est-Ouest. Le président Mitterrand et Madame Gandhi avaient fait connaissance à Cancún au Mexique, où les thèses françaises sur une nouvelle conception du partage des richesses du monde, c'est-à-dire le dialogue Nord-Sud, avaient été soutenues par l'Inde. Bien sûr, Paris et Delhi ne voient pas du même œil la situation en Afghanistan, au Cambodge, voire dans l'océan Indien. Mais l'Inde, qui entretient des rapports privilégiés avec l'URSS, tient à diversifier ses sources d'armement et pourrait décider d'acheter à la France une bonne centaine de Mirage. Rien n'est fait pour l'instant. Les pays riches ne sont pas seuls à avoir le droit de se défendre, dit volontiers Madame Gandhi. Elle a cet après-midi à la Sorbonne lancé une nouvelle mise en garde contre le danger de la guerre nucléaire et celui des disparités économiques dans le monde. Oui, cette visite en France de Madame Gandhi, la troisième en 15 ans, pourrait aider à un redémarrage de la coopération économique qui est un petit peu essoufflée. Alors on va bien sûr parler d'armement, Jean-Marc Ilouz nous le disait. On va aussi parler aide alimentaire et culturelle, car l'Inde a un très gros problème d'éducation à résoudre. C'est une interview de Madame Gandhi par Philippe Châtenay. Dans quelques secondes, donc, l'interview que nos reporters ont fait. We have now 106 million children in school. And yet there are many children who don't go to school. It's not only because the parents need them in the fields, but also because we haven't been able to provide the schools, the teachers, the equipment. I'm giving this as an example that every problem in India is of gigantic proportion. We have, as you probably know, largely solved the problem of food. Today we are completely self-sufficient in grain. We are able even to help our neighbors. But this doesn't mean that everybody gets a nutritious diet. We still have a long way to go. Pour quelles raisons est-ce que l'Inde a des mauvais rapports avec le Pakistan en ce moment? Est-ce qu'il y a un lien avec le projet d'acheter des Mirages français, ou est-ce que vous cherchez plutôt à diversifier vos sources d'armement? Because of our personal experience with Pakistan, and also because of the present situation, which is one of great tension in our region. It is, if you go beyond our immediate neighborhood, you know wars are going on. There is an increase of military and even nuclear presence and nuclear weaponry in the Indian Ocean. So, and the tension is mounting. Now when tension mounts, there are attitudes of confrontation and there is more sophisticated armament. It is all leading in a direction which is a cause for anxiety. Do you feel, Prime Minister, that India needs this additional military power because of the heightening tensions in the region? Very much so. Not heightening tensions, but when your neighbor suddenly jumps 10 years ahead of you in military equipment, how can I face Parliament or the country or our defense forces? Quelques télégrammes en provenance de l'étranger. À Pékin, les Chinois ne veulent pas que l'affaire Li Shuang affecte les relations avec la France. Elle n'a rien à voir avec la visite de Michel Jobert à Pékin, disent-ils. Madrid purge au Parti communiste espagnol. Le PCE expulse les 6 membres du comité central qui avaient ouvertement appuyé la scission du Parti communiste basque. Et puis N'Djamena, dégradation de la situation au Tchad. De vifs combats dans l'est du pays opposent les amis d'Hissène-Habré à ceux d'Assil Amat, le ministre des Affaires étrangères proche des Libyens. Revenons maintenant sur cette information que nous donnions hier soir et qui nous venait du syndicat CGT des douanes. Pour son animateur, 40 milliards de capitaux se seraient envolés et auraient franchi nos frontières.
envoler est le mot, puisque très souvent cette manipulation se faisait à bord de petits avions privés. Martine Gilson et Jean-Luc Douvillez ont reconstitué une partie de la filière. Vous êtes à l'aéroport de Logne, à une vingtaine de kilomètres de Paris, l'un des quelques 400 terrains d'aviation que compte la France. Ici, une tour de contrôle, mais pas de poste de douane. Pour voir un douanier, il faut prévenir 24 heures à l'avance. Pas de douane et pas non plus vraiment d'obligation de donner un plan de vol. Pour un vol sur le territoire national, il suffit de décoller. Pour la sécurité, ici il y a une tour de contrôle. Nous avons une tour de contrôle, alors il faut lui demander les instructions pour le décollage parce qu'elle réglemente la circulation des avions. On lui donne pour des raisons de sécurité la destination et la date ou l'heure du retour si on veut revenir. Mais il n'y a aucune autre formalité pour décoller d'un aérodrome français. Si moi je vous demande de changer d'avis en cours de route. Ah, sur un plan, je n'ai absolument pas de compte à rendre, non, absolument à personne. C'est-à-dire qu'au besoin, vous pouvez m'emmener en Belgique ou en Suisse, si vous le voulez, là vous devez vous rendre. Alors là c'est un vol international, hein, même la Belgique est européenne, mais enfin, la réglementation veut que si on fait un vol pour aller à destination d'un aérodrome étranger, là, la réglementation aéronautique veut que l'on dépose un plan de vol. En supposant que vous ne soyez pas honnête, vous pouvez très bien taire votre changement de vol. Ouais, je peux très bien décoller et puis aller où je veux sans donner ma destination ni donner d'indication. Enfin, là c'est un problème, c'est une infraction. Mais c'est sur le plan technique, la frontière d'un État, sur le plan aérien, c'est quelque chose de très abstrait. On peut la franchir, hein, de bonne foi, de mauvaise foi. Nous avons atterri à Nangis. Là, pas de douane, mais pas non plus de tour de contrôle. D'ici, on peut quasiment décoller pour n'importe où, ni vu, ni connu. Question de moralité. Ici, nous sommes sur un petit terrain, il n'y a pas de douanier, il n'y a pas de tour de contrôle. Donc, si je le veux, quelqu'un peut m'apporter 7 sacoches pleines de lingots, et ensuite on part à l'étranger. En théorie c'est possible, évidemment. Ici, c'est un petit terrain, comme vous l'avez vu. Il n'y a absolument aucun contrôle, il n'y a même pas un être humain. Et il est possible, avec un appareil comme celui-ci, même très modeste, d'emmener n'importe quelle marchandise vers l'étranger. Seulement, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un certain nombre d'infractions à commettre sur le problème douanier, sur le problème de la réglementation aéronautique. D'après la CGT, donc, 40 milliards de francs ont ainsi quitté le sol français. Des chiffres contestés par la direction des douanes. Si nos chiffres sont contestés, ils le sont, nous demandons que toute la lumière soit faite et très rapidement en ce domaine. Mais ces sources, puisque ce ne sont pas des douaniers suisses, elles sont françaises, elles sont suisses? Alors ces sources, elles sont étrangères, mais si vous voulez, étant donné que dans notre métier en particulier, on a pour habitude de ne jamais griller ses sources. En l'occurrence, je donnais ma parole qui plus est, donc je n'en dirai pas plus concernant ces sources. Ce ne sont pas les douaniers? Ce ne sont pas les douaniers en tout cas. Ce sont des banquiers ou ce sont des... Ce ne sont pas des banquiers non plus, ils n'ont pas intérêt à me téléphoner et à me dire, vous voyez, on a rentré 40 milliards si ce n'est pour de la provocation, ce qui n'existe pas dans ce genre de milieu. Et ce ne seraient pas des gens du Parti Socialiste Suisse, par exemple? Ce ne sont pas non plus des gens du Parti Socialiste Suisse, forcément. Pour casser le trafic, la CGT demande des sanctions et la création de 3000 emplois. Il semble pourtant que dès aujourd'hui, les contrôles aient été renforcés. S'il y a fuite des capitaux, c'est bien évidemment parce que leurs détenteurs se méfient des décisions gouvernementales passées et à venir. C'est ainsi qu'une rumeur circulait autour de la bourse. Le commerce de l'or, disait-on, pourrait être désormais soumis à une taxe de TVA, donc de 33%, au lieu et place de la taxe actuelle de 6%. Démenti formel de Laurent Fabius cet après-midi. Un démenti qui va peut-être stopper la brutale chute du cours de l'or depuis quelques semaines. Jean Lebert. Tout a baissé aujourd'hui à la Bourse de Paris. Or et actions. Le lingot d'1 kilo ne vaut plus que 73 900 francs. Depuis le 30 septembre, c'est-à-dire depuis la suppression de l'anonymat sur l'or, c'est 22% de perte pour l'épargnant. La baisse s'était accélérée ces derniers jours. Certains craignaient que l'État n'applique la TVA sur les ventes de lingots ou de Napoléon. Il n'en est rien.
Un démenti du ministre du Budget répond aux inquiétudes des petits porteurs. Il faut toutefois noter que la baisse de l'or est générale dans le monde. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'or est meilleur marché à Paris qu'à Francfort et Hong Kong. À la bourse de Paris, c'est un nouvel effritement. Les actions françaises perdent 0,65%. L'augmentation des cotisations patronales décidée pour combler le trou de la sécurité sociale a contribué à déprimer les boursiers. Politique, le traditionnel sondage mensuel François IFOP, les cotes du président de la République et du Premier ministre suivent exactement les mêmes courbes. Tous les deux perdent 1% de satisfaits et gagnent, si je puis dire, 4% de mécontents. Par ailleurs, les Français sont moins nombreux à ne plus se prononcer. Alors, voici les chiffres. Cela donne 46 pour, 29 contre chez François Mitterrand, 46 pour également chez Pierre Mauroy et 26 contre. Autre préoccupation pour les deux hommes, une certaine montée des critiques communistes à l'endroit de leurs décisions. Ce matin, l'Humanité a sévèrement critiqué les mesures prises mardi en matière de sécurité sociale. Les salariés paient, dit l'Humanité, la relance trinque. On savait d'ailleurs qu'en Conseil des ministres, mardi, les 4 communistes avaient exprimé plus que des réserves. Alors faut-il pour autant voir une grosse faille à l'intérieur de la gauche? Pas du tout, dit aujourd'hui l'un des responsables socialistes les plus en vue, le président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaz, interrogé dans Antenne de Midi. Nous, militants socialistes, nous souhaitons qu'il y ait des réformes profondes et des réformes hardies. Mais ceci étant dit, je fais une analyse et je constate que la solidarité ministérielle existe. Et les ministres communistes vont participer aux délibérations du Conseil des ministres. Et que je ne sache, ils n'ont pas envisagé de quitter le gouvernement. Je ne considère pas qu'il y ait rupture de l'union de la gauche ni du contrat. Le Parti communiste revendique son droit de critiquer, mais le Parti socialiste aussi, vous le verrez, en certaines occasions, sera certainement amené à le faire. C'est ça le jeu démocratique des institutions. Les communistes n'ont pas les mêmes analyses que nous sur un certain nombre de points, on le savait. Le tout, c'est que malgré ces différences d'appréciation, nous sommes deux partis différents, il puisse y avoir une action commune, efficace au niveau du gouvernement de la France. Donc, pas de rupture, c'est évident, Paul Amar, mais des petits craquements, et c'est pas la première fois. Non, c'est même la troisième en moins de 20 jours. La première fois sur le pacifisme, l'Humanité attaque presque chaque jour Ronald Reagan et l'accuse de jouer avec le feu. Or, François Mitterrand reste opposé à toute idée de neutralisme en Europe. Deuxième fois sur l'impôt sur la fortune, je cite là carrément un député communiste, c'est un impôt qui a été vidé de sa substance, un sac vide. Troisième fois enfin aujourd'hui et hier, vous l'avez dit, sur la sécurité sociale. Or, il y a tout de même une coïncidence étrange. Les Français restent dans leur majorité, un sondage l'a montré, pacifistes. Les Français restent favorables à l'impôt sur la fortune et les Français sont, on l'imagine, il n'y a pas de sondage, mais on l'imagine facilement, opposés à tout relèvement des cotisations sociales. Or, le Parti communiste fait campagne sur ces trois thèmes populaires, et semble vouloir en quelque sorte prendre date. Bon, pour autant, la solidarité gouvernementale n'est pas remise en cause. Pas du tout. André Lajoigny, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, a été très clair ce matin. On critique, c'est vrai, mais pour la bonne cause, pour avancer. Et d'ailleurs, les ministres communistes se gardent bien d'intervenir en public, même s'ils manifestent leur désaccord en privé. Et quand on leur pose des questions précises sur l'impôt sur la fortune, pas un mot, ils sont étrangement silencieux. Ah, ça veut peut-être dire qu'il y a répartition des rôles. Peut-être, le parti, les dirigeants du parti et les députés communistes disent tout haut ce que les ministres communistes ne peuvent pas dire et cette attitude leur permet de faire d'une pierre deux coups. D'un côté, la solidarité gouvernementale reste intacte, mais dans le même temps, ils s'adressent par le biais de l'Humanité à leurs électeurs, perdus peut-être le 10 mai au profit de François Mitterrand, et tentent de les reconquérir. Et certains disent qu'au PS, on fait à peu près la même chose. Oui, il y a aussi répartition des rôles. Le Premier ministre ne dit rien, il trouve même les ministres communistes très loyaux. En revanche, le Parti socialiste, par la voix du numéro 1, Lionel Jospin, réplique très sèchement et lance même un avertissement implicite aux communistes. Solidarité, dit-il, cela veut dire assumer aussi les décisions impopulaires. Il y a même une formule imagée qu'il emploie. Il ne s'agit pas seulement de se partager les roses, il faut aussi accepter les épines. Alors, il va y avoir une rencontre entre le Parti communiste et le Parti socialiste pour en parler, mais il n'y aura pas le caractère dramatique de la rupture de l'union de la gauche en 1977. On en reste encore au stade des arguments fleuris. Les communistes ont par ailleurs répondu à André Bergeron, qui les accusait de noyauter l'appareil d'État. Si l'on suit le raisonnement de Force ouvrière, a dit Jean Colpin, il faudrait établir un fichier pour toutes les familles politiques et l'on risquerait d'aboutir à une chasse aux sorcières. Par ailleurs, le maire communiste de Vénissieux, qui venait d'être inculpé ce matin de corruption passive par un magistrat parisien, a estimé tout à l'heure que cela ne reposait que sur des accusations malveillantes et non fondées. Je suis tout à fait étranger à cette affaire, a-t-il dit, c'est de l'affabulation pure et simple. On reprochait au maire de Vénissieux, Marcel Louel, d'avoir favorisé pour les travaux de sa commune une entreprise qui versait des salaires fictifs à des adhérents au PC.
Adoption cet après-midi du budget de l'urbanisme et du logement, un budget qui est en augmentation de 34% par rapport à celui de 1980, 34% donc en 2 ans. On y favorise surtout les aides pour l'habitat social, cet habitat social qui a beaucoup changé de nature. Regardez l'exemple choisi par Gérard Dalmaz et Patrick Dorien. Dans une seule commune, celle d'Aubervilliers, ils ont reconstitué la vie d'un couple depuis la Libération. À l'époque, Prévert était allé tourner sur place les gentils enfants d'Aubervilliers. Tu es comme un petit rat d'Aubervilliers, comme la misère qui court les petites rues d'Aubervilliers. L'eau courante court sur le pavé d'Aubervilliers. C'est l'industrialisation brutale du siècle dernier et aussitôt la volonté de fixer les ouvriers qui a transformé l'ancienne villa d'Albert gallo-romaine, celle des laboureurs, puis des maraîchers, en Aubervilliers, agglomération ouvrière. Pavillons et cheminées d'usine, impasses et bicoques, bref, la zone. « 1945, sur 17 000 logements, 15 000 insalubres, la moitié en taudis, et souvent dans des ruines anciennes, celles de la misère installée. À la Libération, la moitié des jeunes mariés d'Aubervilliers vivaient chez leurs parents ou dans des hôtels meublés. Mais dans leur dénuement, Adrien et Lydia Boursignon ont eu la chance de décrocher un minuscule et premier logement sous les toits. Qui donnait sur les fenêtres. Nous avions deux petites chambres mansardées. Mais alors sans aucun confort? Sans aucun confort. Les water entre 2 étages. Il y avait quand même l'eau sur le palier. À Aubervilliers, non, il y avait vraiment les taudis. On s'éclairait encore à la pétrole. Deuxième étape du couple, 23 ans à la Cité du Bois, l'un de ces grands ensembles des années 50 à 75, ensemble dicté par la crise du logement et surtout par l'urbanisme dit du chemin de grue, résultat des caisses empilées, mais tout de même un progrès pour le confort des Boursignons. Lorsqu'on est arrivé ici, bon, je sais pas, il y avait l'eau, le gaz, l'électricité, salle de bain. On dit dans ces immeubles-là qu'on entend le voisin qui tire la chasse d'eau, c'est vrai? Ah, ça c'est vrai. Ça, oui. c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais, tous les bruits, quoi, enfin, oui. Même en faisant très attention, ben, il y avait quand même du bruit. Il y a un feu rouge en bas, en plus. Puis alors le feu rouge avec les freins, 2 heures du matin, les gros camions. Tandis qu'Aubervilliers poursuit son effort de réhabilitation, il reste 10 000 mauvais logements, les Boursignons emménagent enfin dans la qualité, la maladrerie, exemple type des HLM anti-standard. Car si à la Courneuve, on n'a consacré que 6 dessins d'appartements à un ensemble de 4000 logements, à la maladrerie, pour actuellement 600 logements, il y a eu 600 dessins. Vous allez dire que je me répète, mais c'est vrai, c'est nettement mieux que où on était avant. Le bruit, vous pouvez constater vous-même qu'on n'entend absolument rien, pourtant nous sommes à l'heure du repas, où il y a en principe presque tous les gens sont là, surtout que c'est mercredi, les enfants sont là, on n'entend absolument rien, c'est vraiment l'idéal. Une plus grande surface aussi? Au point de vue de ce que j'avais avant, non, peut-être pas. Mais la disposition nous avantage plus quand même. Puis alors vous avez une grande terrasse? 2. Une petite et une grande. La petite, on la réserve pour les petits-enfants et les petites filles. Puis la grande, on fait un jardin potager. C'est surtout le logement social qui a réalisé l'innovation intéressante depuis 1960. Question de réalisme sans doute. Je crois que les gens sont très différents les uns des autres. Enfin, on essaie d'y répondre justement en n'apportant pas un produit unique. Mais je pense que se sentir bien dans un logement, c'est une chose que tout le monde peut ressentir. Il n'y a pas de normes selon les catégories professionnelles des gens. Il y a la possibilité d'avoir dans le logement des espaces intéressants et ça, je crois que tout le monde le ressent. Le fait qu'on n'ait pas une entrée cloisonnée, un salon cloisonné, un coin repas cloisonné, permet de s'approprier l'espace d'une façon différente, en fonction peut-être de son mode de vie. Bon, si on veut privilégier le coin repas, on peut le mettre en relation avec la cuisine, en inventant un écran particulier. Si au contraire on veut avoir un grand espace sans cloisonnement, bon, c'est possible de le faire. Vous avez l'impression d'être à la limite pas du tout dans un HLM. Non, voilà, c'est ça. C'est tout à fait autrement dans ces grands ensembles.
les uns à côté des autres, on s'en va le matin, on rentre le soir, dans l'escalier on se croise, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas du tout la même chose qu'ici. Gentils enfants d'Aubervilliers, gentils enfants des prolétaires, gentils enfants de la misère, gentils enfants du monde entier. La grève des caisses d'épargne, le mouvement a été reconduit à Paris et à Marseille. Celle des pompistes, elle a pris fin dans l'Ouest, mais ceux de l'Isère seront en grève à la fin de la semaine. À Sochaux, négociations difficiles entre la direction de l'usine de carrosserie de Peugeot et les syndicats, sous la présidence de l'inspecteur du travail. Et puis à Lyon, rétablissement progressif mais rapide des liaisons téléphoniques grâce à un travail de tous les instants des techniciens. Le civisme des Français, a dit le ministre des PTT, a évité un blocage général du réseau. Et puis 16 ans après l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, Alain Decaux, ce soir, rouvre le dossier sur Antenne 2 et apporte des révélations qui vont faire du bruit. Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka, leader de l'opposition marocaine, a rendez-vous à la brasserie libre boulevard Saint-Germain. Sur le trottoir, un homme l'aborde, Louis Souchon, c'est un policier. Il invite le leader marocain à monter dans une 403 noire de la préfecture. Il est 12h45. À bord, Antoine Lopez, un agent du contre-espionnage, et un petit truand, Lucien Lenny. La voiture prend la direction de Fontenay-le-Vicomte, dans l'Essonne. C'est le domicile d'un autre truand, Joe Boussech, un des acteurs principaux de cette affaire. À ce moment, Ben Barka est toujours vivant, mais plus jamais personne ne le reverra. 16 ans plus tard, donc, Alain Decaux tente ce soir de faire le récit de la disparition de Mehdi Ben Barka. Un récit qui sera le plus honnête possible, c'est-à-dire non pas objectif, mais honnête, parce que l'objectivité n'existe pas. Et ce récit, je le ferai sous le contrôle de deux historiens, de deux experts. Et ce soir, ce sont les deux meilleurs experts de l'affaire, c'est-à-dire Daniel Guérin et Jacques de Rogy, qui sont près de moi, pour essayer de trouver la vérité. Évidemment, par rapport à Alain Decaux raconte, la formule est très différente. Je raconte, bien sûr, mais cette fois, je suis assisté d'images. On tourne dans les lieux où l'affaire s'est déroulée. Et puis aussi, mes invités formulent leur avis. Et bien sûr, quand j'étais seul autrefois dans Alain Decaux raconte, j'étais entièrement responsable de ce que je disais. Maintenant, ce sont mes invités qui sont responsables des opinions qu'ils formulent, bien sûr. Alors ce soir, connaîtra-t-on l'assassin de Mehdi Ben Barka? En tout cas, je ne sais pas si on saura la vérité, mais on saura une vérité et un nom sera prononcé qui, je crois, fera l'unanimité de nous trois, de mes deux invités et de moi-même. Réponse donc dans quelques minutes, tout de suite après le journal. Et Bachir Ben Barka, c'est-à-dire le fils du leader marocain, demande, lui, dans Libération ce matin, la réouverture du dossier juridique. Sur un mode plus léger, maintenant, une affaire qui va vous faire sourire. Alors qu'hier, on célébrait en France l'armistice, la commémoration de l'armistice de la Grande Guerre, bien certains Espagnols d'un tout petit village signaient, eux, un armistice avec un pays tout entier, le Danemark. Ça paraît difficile à croire, mais c'est comme ça. Et Daniel Casal s'en est tout réjoui. L'armée espagnole avait délégué l'un de ses lieutenants-colonels pour célébrer l'événement. La guerre est maintenant terminée entre le village andalou de Huéscar et le royaume de Danemark. Et oui, le 11 novembre 1809, il y a donc 172 ans, et selon le vieil adage « l'ami de mon ennemi est mon ennemi », Huéscar avait déclaré la guerre au Danemark, alors allié de Napoléon, lui-même ennemi de l'Espagne. En fait de guerre, il n'y eut pas le moindre coup de fusil car, d'un commun accord, Huéscar et le Danemark avaient estimé que la guerre était une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. Voilà pourquoi les belligérants ne se sont jamais rencontrés, sauf lorsqu'ils se rendaient en touristes les uns chez les autres. En ce jour de paix donc, la population de Huéscar s'était mobilisée pour réserver à l'ennemi héréditaire et à l'ambassadeur du Danemark à Madrid l'accueil le plus chaleureux qui fût. Le maire de Huéscar expliqua qu'il était très heureux de cette paix, d'autant que le budget de la défense de la localité s'en trouvait considérablement allégé. La paix signée, les anciens combattants laissaient éclater leur joie. Les dernières munitions partaient en fumée, elles sont aujourd'hui inutiles, puisque désormais, il n'y a plus rien de pourri au royaume de Danemark.
Alors dans le même style, le prince Philippe va exposer pour la première fois ses tableaux dans la plus célèbre galerie de Londres, Sotheby's, une trentaine de portraits de paysages et de natures mortes qui ne sont pas à vendre. Le prince Philippe a du talent, a dit un expert, il sait bien manier les couleurs, mais il devrait faire du nu. En sport, ils étaient 22, ils ne sont plus que 17. Michel Hidalgo a fait un nouveau choix pour France-Pays-Bas mercredi prochain au Parc des Princes, alors que toute la nuit des supporters ont fait la queue pour s'arracher les tout derniers billets. Voici donc le résultat des décisions du sélectionneur. Vous le voyez, manque à l'appel parmi les 22 du départ. Larios, Iard, Mahut, Spetch et Soler. Avec Alain Gillot-Pétret maintenant, la météo. Et le temps de demain qui sera doux partout. Certes, ce ne sera pas la canicule, mais il fera nettement plus doux que ces derniers jours. En effet, demain, une faible zone de pluie traversera le pays des côtes de la Manche jusqu'au nord des Alpes. Et cette faible zone de pluie donnera de faibles zones de neige en altitude. Ailleurs, et bien sur le reste du pays, de la Bretagne au Massif central et à l'Aquitaine, des brumes et des brouillards le matin, puis dissipation de ces brumes et brouillards, après un temps variable, passage nuageux et éclairci. Près de la Méditerranée, du beau temps toute la journée. Les températures prévues pour demain, région par région, plus de gelée le matin, on les frôlera quand même au nord-est, 1 degré, de 1 à 7 degrés le matin. L'après-midi, de 7 à 14 degrés, c'est en dessous des normales saisonnières, mais c'est quand même assez agréable. Enfin, notre éphéméride pour demain vendredi 13 novembre, le soleil, 7h58 levé à Paris, 17h12 couché également à Paris, la fête des Brices. Bien, et le tout dernier journal vous sera présenté par Hervé Claude vers 23h. Demain, antenne de midi, recevra notre confrère Fessos, le patron du Canard enchaîné. Bonsoir à tous, à demain 20h.